Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. C'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par ce dont parlent les Israéliens. Ils parlent de l'assassinat du chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé et à la manière dont les Israéliens abordent la situation? C'est la même politique qu'ils suivent depuis le début de la guerre. La politique consistant à assassiner les personnes qui sont, vous savez, les décideurs. Ils semblent penser qu'ils peuvent changer tout le système par cette façon de voir les choses. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? Et selon vous, quelle sera la politique de l'Iran au fil du temps, avec le conflit, avec la guerre? Nous devons attendre et voir ce que dira le Conseil de sécurité nationale, ou, pour être plus précis, le Conseil suprême de sécurité nationale, dans les heures à venir. Mais ce qui est vraiment important, c'est que l'Occident, et nous en avons déjà parlé, lui et ses alliés ne comprennent pas l'Iran. Ils ne comprennent pas la République islamique d'Iran. Ils ne comprennent pas l'axe de la résistance. Ils ne comprennent pas qu'il n'est dépendant de personne. L'ayatollah Khamenei a été martyrisé il y a seulement quelques semaines. Et qu'est-il arrivé? Ils sont en train de perdre la guerre. Nous avons vu Trump parler comme un ivrogne il y a quelques heures, se contredisant sans cesse, manifestement dans une mauvaise posture. Mais l'ayatollah Khamenei a été martyrisé. La République islamique d'Iran a une constitution sophistiquée. Elle possède des structures étatiques élaborées. Elle ne dépend pas des individus. Il en va de même pour le Hezbollah. Souvenez-vous de Sayed Hassan Nasrallah lorsqu'il a été martyrisé et qu'au fil de la guerre, le régime israélien et l'Occident affirmaient que le Hezbollah était une force affaiblie. J'étais là quand il a été martyrisé. J'étais à Beyrouth. Que s'est-il passé? Non seulement le régime israélien a échoué à prendre le sud du Liban, mais maintenant que le Hezbollah s'est réengagé contre ce régime monstrueux, il le frappe très durement. C'est le Hezbollah qu'il prétendait avoir vu s'effondrer. Sayed Hassan Nasrallah a été martyrisé. Presque. Je suppose que tous les commandants supérieurs, ou du moins beaucoup d'entre eux, ont été martyrisés. Et pourtant, aujourd'hui, le Hezbollah combat et repousse cet ennemi brutal. Ainsi, la République islamique d'Iran ne dépend d'aucun individu ni d'aucun groupe d'individus. C'est un État. Il est sophistiqué. En réalité, je pense qu'une grande partie de ces perceptions en Occident provient du racisme. La République islamique d'Iran est un système très sophistiqué. C'est un système différent, un meilleur système. Après tout, la République islamique d'Iran ne soutient pas le génocide. Elle s'y oppose. Eux, ils soutiennent le génocide. Je pense que les gens commencent à reconnaître que toutes ces narrations vieilles de 47 ans sont absurdes. Mais c'est un État sophistiqué, avec ses propres freins et contrepoids, et des mécanismes pour désigner un nouveau dirigeant ou apporter des changements si nécessaire. Si le président est tué, un nouveau président sera élu. S'il est martyrisé ou s'il décède, il en va de même pour le guide. Donc rien ne va changer en Iran. La constitution est compliquée, complexe, et elle a très bien fonctionné au cours des 47 dernières années. Malgré les sanctions, malgré 3 guerres, malgré un terrorisme incessant. Ils ont déjà assassiné des présidents. Ils ont déjà assassiné le chef du pouvoir judiciaire. Ils ont assassiné tant de ministres et tant de commandants. Ils doivent donc se rendre à l'évidence que la République islamique d'Iran est puissante et ne dépend pas des individus.
Il en va de même pour le Hezbollah. Je suis sûr qu'il en est de même pour la résistance en Irak et pour Ansarullah au Yémen. Et ils continueront à résister. En fait, le matter ennemi devrait vraiment s'inquiéter, c'est de la démission de Joe Kent. Is Joe Kent's resignation. The director of US National Counter. Le directeur du Centre national antiterroriste des États-Unis. Je crois. Il a dit, comme vous le savez, qu'il démissionnait parce que l'Iran ne représentait pas une menace. Il démissionne parce que cette guerre a été provoquée sous l'influence du régime sioniste et du lobby sioniste. À mon avis, c'est le début de la fin de ce navire Titanic engagé dans une guerre contre le peuple iranien. Le Titanic est en train de couler. Et ce n'est même pas Tucker Carlson. C'est quelqu'un que Trump a nommé, quelqu'un de l'intérieur. Son travail. Je vous entends, professeur Marandi. I can hear you, Professor Marandi. Okay, sorry. I can hear you. So this is a D'accord, désolé. Je t'entends. Donc c'est une personne dont le travail est de connaître ces choses. Son travail consiste à savoir ce qui constitue une menace et ce qui n'en est pas une pour les États-Unis. Et il sait qui pousse quel agenda à cet égard. Je pense donc que c'est une très bonne nouvelle. Il faudra voir si quelqu'un d'autre est prêt à démissionner. Quelqu'un comme Tulsi Gabbard. Je pense que c'est sa responsabilité morale de le faire. Mais d'après les déclarations de Trump hier soir, je pense qu'il est clair que les choses ne vont pas bien. Il ne va pas pouvoir... Enfin, tu sais, il a dit que l'Iran est anéanti. D'accord, nous sommes anéantis. Et ensuite, il dit qu'il a besoin de l'aide de tout le monde dans le monde, y compris des Chinois. Eh bien, si c'est anéanti, pourquoi as-tu besoin de tout le monde? Et puis tout le monde dit « laisse-moi en dehors de ça ». Donc évidemment. Mais il parle de l'Iran. C'est absurde. En ce moment même, l'Iran a tiré davantage de missiles et de drones sur des cibles dans toute la région, sur des actifs américains, dans le Golfe Persique et sur le régime israélien. Je pense donc que les États-Unis vont subir une défaite stratégique. Et la démission de Joe Kent, à mon avis, est un signe que les choses vont extrêmement mal pour Washington, du moins pour le régime Trump. Et je pense que les déclarations de Trump, ces déclarations contradictoires que nous avons vues il y a quelques heures, montraient qu'il se comportait comme une personne ivre. C'était tellement incohérent et contradictoire. Je pense que cela aussi était très révélateur. Nous verrons bien. Je pense que la guerre va continuer. Je ne pense pas qu'elle va se terminer de sitôt. Le régime Trump et le régime Netanyahou continueront à tuer des gens. Ils continueront à massacrer. Hier encore, nous avons eu le plus jeune martyr jusqu'à présent. Un garçon de 3 jours et sa sœur de 2 ans ont été tués dans un village. Ils ont bombardé un village. Ces pilotes, lorsqu'ils tirent leurs missiles, s'en moquent complètement. Ils veulent simplement que les gens souffrent. Quelle cible pourrait-il bien y avoir dans un petit village? Ils ont bombardé des banques, ils ont bombardé des centrales électriques, ils ont bien sûr massacré des enfants à l'école. Chaque jour, ils se dévoilent un peu plus. Mais les gens en Iran sont dans les rues. En ce moment, Nima, pendant que nous parlons, des gens dans tout le pays se rassemblent en grand nombre. Et c'est devenu... Souviens-toi, après les émeutes, quand tu étais en Iran, et que l'Occident disait que des dizaines de milliers de personnes avaient été tuées, et toutes ces absurdités. Ces émeutes meurtrières, où des agences de renseignement étrangères ont introduit des armes et tué tant de policiers et de civils innocents. Le peuple est descendu dans la rue contre les émeutiers, par millions, des dizaines de millions à travers le pays. Et si vous vous souvenez, et je suis sûr que c'est le cas, ils essayaient de dire que tout cela était de l'IA. Par la suite, lors de l'anniversaire de la Révolution, les gens sont sortis en encore plus grand nombre pour prouver un point à Musk
Elon Musk, et aux autres qui tentaient de faire croire qu'il s'agissait d'IA, que ce n'était pas de vraies personnes. Depuis plus de 2 semaines maintenant, chaque nuit, les gens sont dans les rues, sous les tirs de missiles. Et certains jours, il y a eu d'immenses rassemblements, comme vendredi, auquel j'ai assisté, lors du rassemblement de vendredi. Des millions de personnes étaient dans les rues. Ils ont tiré des missiles sur Téhéran et assassiné un manifestant, mais personne n'a bougé. Les foules sont si immenses et elles sortent si souvent qu'ils ne peuvent plus le cacher. Alors le président lui-même, Trump, doit aller dire que c'est de l'IA. Pourquoi? Parce que les gens voient à travers le récit. Ils voient à travers le récit du Guardian et du Times, le récit de CNN, MSNBC et Fox News. Peu importe. C'est gauchiste traditionnel et dominant, ou c'est conservateur dominant, cette classe Epstein et leurs affiliés, même certains qui prétendent ne pas faire partie de cette classe. Ils ne peuvent plus le cacher. Ils ne peuvent plus cacher le fait que le peuple en Iran est dans les rues. Ils sont déterminés. Ils n'ont pas peur. Et nous voyons de l'autre côté que l'Empire, le régime Trump, est confronté à des problèmes de plus en plus graves avec cette démission. Vous savez, le même jour où nous avons vu ces rapports internationaux, tous les responsables iraniens étaient dans les rues, aux côtés du peuple iranien. Nous avons entendu le chef du Pentagone, Pete Hegseth, dire que les responsables iraniens se cachaient, qu'ils s'étaient réfugiés quelque part. Franchement, cela devient un peu ridicule, car il n'y a aucun lien entre ce qui se passe réellement et ce que Donald Trump et Pete Hegseth essaient de montrer au peuple américain. Oui, et Hegseth s'est montré barbare. Il dit, vous savez, il dit en gros, nous n'avons aucune ligne rouge et nous tuerons qui nous voulons. Je veux dire, quand on l'écoute, on a l'impression d'entendre un voyou dans un film hollywoodien. Il est tellement, vous savez, répugnant. Et bien sûr, tout le régime est répugnant et toute la classe politique est répugnante. Je veux dire, Trump, quand il parlait d'anéantir l'Iran ou de le détruire d'une manière dont il ne se relèverait jamais, si vous vous souvenez, il était, vous savez, scandaleux. Ou quand il a perdu la décision et qu'il est allé faire cette conférence de presse et qu'il a dit « Je peux détruire des pays, mais je ne peux pas imposer $1 de droits de douane à d'autres pays. » Même Cuba, qu'ils sont en train d'étrangler à l'heure où nous parlons. Cuba n'a actuellement plus d'électricité. Les médecins ne peuvent pas opérer. Les gens meurent en grand nombre à cause des maladies et parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voyez-vous une quelconque indignation? Voyez-vous des journalistes grand public crier que ce sont des crimes contre l'humanité? Non. C'est un système totalement corrompu, de l'Amérique latine à notre région du monde et ailleurs. Alors Hegseth a dit oui, il parle comme ça, et il les a ensuite traités de rats, les dirigeants iraniens. C'est ainsi que parlent les dirigeants américains. Pourtant, le président était dans la rue. Le président du Parlement, le chef du pouvoir judiciaire, était dans la rue. Le chef du pouvoir judiciaire, quand la bombe a explosé alors qu'il donnait une interview, n'a même pas bronché. Le docteur Larijani était dans la rue. Les ministres, eux, sont parmi le peuple, non seulement sous la menace des missiles, mais aussi avec très peu de sécurité. La République islamique d'Iran est unique. Ils peuvent la qualifier de mal autant qu'ils le veulent, mais les peuples du monde entier voient à travers ces récits. Non seulement ils affirment qu'ils ont été trompés pendant 47 ans par les médias occidentaux et arabes, qataris, saoudiens, émiratis, avec leurs immenses appareils médiatiques, leurs centres culturels et religieux, tous financés et toujours au service du mensonge envers leur peuple. Ils désinforment et manipulent.
Ils diffusent de la désinformation sur l'Iran depuis des décennies. Ce sont les mêmes qui ont engendré Daesh, Al-Qaïda, Jaish al-Islam et bien d'autres variantes de l'idéologie Takfiri. Les gens commencent à voir à travers la propagande, à la percer à jour, que ce soit à propos de l'Iran, de la résistance au Liban, en Irak, au Yémen et ailleurs. Le masque est tombé du visage du régime de Washington. Donc vous savez, Hegseth peut dire ce qu'il veut, mais suffisamment de gens voient clair à travers la propagande. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je suis sûr que oui. Mais cette femme qui parlait de Allahu Akbar et de ce que cela signifie, puis la bombe est tombée, elle expliquait pourquoi les gens ne bougent pas, et ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, les gens ne se sont pas enfuis. Une femme a été martyrisée, mais personne n'a bougé, personne n'a couru. Voilà à quoi les États-Unis et le régime israélien sont confrontés. Un peuple instruit dont le seul péché est de soutenir les opprimés en raison de leurs valeurs humaines en tant qu'êtres humains, en tant que musulmans, en tant que chiites, et de leur attachement aux idéaux du petit-fils du prophète et à ses actions à Karbala, ainsi qu'aux actions de sa sœur Zainab à Karbala, qui influencent si profondément nos vies et notre société. Encore une fois, j'ignore quel sera le sort du Dr Larijani, mais si quelqu'un consulte son compte Twitter, lorsqu'on l'a menacé de mort, il a cité l'imam Hussein. Il n'a pas peur de la mort. Ils ne comprennent pas ces gens. Ils ne comprennent pas le Hezbollah. Cela dépasse leur entendement. Ils continueront à mal interpréter, à mal comprendre et à désinformer, mais ils échoueront. La résistance continuera et une défaite stratégique sera infligée à Trump et le régime israélien fera un pas de plus vers sa fin. Professeur Marandi, nous avons vu que Donald Trump demande à tous ces pays de l'OTAN de le rejoindre dans le détroit d'Ormuz pour l'ouvrir. Jusqu'à présent, ils ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à l'opération. Mais en réalité, ils en font partie depuis le premier jour. Ils soutiennent les États-Unis. Ils se battent pour les États-Unis et pour Israël depuis le début de la guerre. Quelle est, selon vous, la position des pays européens et de l'OTAN? Bien sûr, ils en font tous partie. Ils en ont toujours fait partie. Pas seulement eux, mais aussi leurs alliés asiatiques. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, tout lié à l'Occident. Malheureusement, Erdogan, la Jordanie, ces dictatures du Golfe Persique, ils sont tous dans le même camp. Chacun d'entre eux, sans exception. Et le fait qu'ils disent tous « Regardez, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça », en dit long. Cela montre à quel point les États-Unis sont affaiblis dans leur capacité à s'imposer, même si je pense que certains de ces pays finiront par apporter quelque chose. Mais cela n'aura aucun impact. Qu'est-ce qu'ils ont? Quelques bateaux qu'ils veulent envoyer dans notre région. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Quelle différence cela fait-il? Un bateau venant, je ne sais pas, de Corée du Sud ou des Pays-Bas. Par exemple, les Sud-Coréens ont déjà 26 navires dans le Golfe Persique en ce moment. S'ils veulent provoquer un affrontement, tous ces navires seront détruits. Je veux dire, le problème, Nima, c'est que ces gens ne semblent pas comprendre. Le détroit d'Ormuz n'est pas si important. L'Iran a fait le détroit d'Ormuz pour que les ETP wallatiso. Mais si l'Iran voulait vraiment causer des dommages à long terme et permanents et provoquer une catastrophe économique mondiale pire que tout ce qui s'est produit au cours du siècle dernier, il détruirait tous les navires dans le Golfe Persique et les zones environnantes. Il détruirait les ressources pétrolières et gazières de la région, ainsi que toutes les infrastructures. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent.
Il n'a mené que des représailles proportionnées, car on a frappé des biens iraniens. Et ces dictatures familiales arabes sont toutes complices. Pourquoi? Parce que l'Iran veut punir le régime Trump, et il n'acceptera pas de cessez-le-feu, car il se regrouperait simplement pour attaquer à nouveau l'Iran dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ce n'est plus quelque chose que nous allons accepter. Les faits sur le terrain doivent changer. Tant que les faits sur le terrain ne changent pas, la guerre continuera. Mais le point essentiel, c'est que l'Iran, en fermant le détroit d'Ormuz, essaye de faire entendre raison à Trump. Ou plutôt, pas Trump lui-même, on ne peut pas lui faire entendre raison, mais aux personnes censées en Occident, pour leur faire comprendre que, regardez, si vous poussez plus loin, nous allons droit vers la catastrophe. Vous acceptez la défaite, vous reculez et vous acceptez nos exigences. Et alors le pétrole, le gaz, les produits pétrochimiques et d'autres marchandises passeront par le détroit d'Ormuz. Donc, le détroit d'Ormuz n'est pas si important. Si, disons, ils essayent par des moyens militaires d'ouvrir le détroit d'Ormuz, tout d'abord, ils échoueront. L'Iran se prépare depuis 25 ans. Et ensuite, que vont-ils faire pour protéger tous ces navires et ces installations pétrolières et gazières? Ils ne le peuvent pas. Et pourtant, l'Iran n'a pas intensifié les hostilités, Nima. L'Iran n'a pas intensifié les hostilités. La résistance en Irak non plus. Ils font certaines choses, mais ils pourraient aller bien plus loin que cela. Et bien sûr, le Yémen a déclaré qu'il se joindrait à eux, mais ce n'est toujours pas le cas. Il serait donc judicieux pour l'Occident de changer de cap. Et peut-être que cette démission de Joe Kent, qui sait, aura un impact. Il pourrait y avoir d'autres démissions, peut-être, qui sait, et la pression augmentera sur Trump, mais l'Iran continuera de se battre jusqu'à ce que les États-Unis sous Trump soient vaincus. Je pense à ce que fait l'Iran en ce moment. Vous avez mentionné les usines de dessalement. Elles ont été attaquées en Iran, mais l'Iran n'a pas réagi à cela. Comment voyez-vous cette ligne rouge pour l'Iran en termes de moralité de ce qui se passe? Quand cette ligne rouge sera-t-elle franchie pour les Iraniens? Dans quelles conditions pourrait-elle l'être? Pour l'Iran, les Iraniens ont fait preuve d'une retenue énorme. Ces pays ont du sang iranien sur les mains, et ce n'est pas nouveau. Dans les années 1980, ces dictatures familiales ont soutenu Saddam Hussein, lorsque les États-Unis et l'Occident l'ont poussé à déclencher la guerre contre l'Iran, puis lui ont fourni des armes chimiques et toutes sortes d'armements aux côtés de l'Union soviétique. L'Occident a été la force qui l'a poussé vers la guerre. L'Occident a été la force qui lui a donné des armes chimiques. Qui l'a financé? Ces pays. Les Saoudiens, les Koweïtiens et les autres. Ils l'ont tous soutenu. Les Iraniens leur ont pardonné. Puis qui a soutenu Daesh et Al-Qaïda en Syrie et en Irak? Ces pays, avec d'autres alliés américains, les États-Unis, les Israéliens, Erdogan, la Jordanie et ainsi de suite. Ces pays ont toujours nui à notre région. Et maintenant, ils sont complices de la guerre. L'Iran a de nouveau fait preuve de retenue, mais s'ils s'en prennent à l'infrastructure iranienne, s'ils essayent de détruire les infrastructures critiques de l'Iran, alors ce sera fini. Tout sera détruit. C'est pourquoi je n'ai cessé de le dire. Je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai tweeté à plusieurs reprises. Tout le monde devrait quitter la région du Golfe Persique, c'est-à-dire le Koweït, Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats et Oman, parce que nous ne savons pas ce que Trump va faire. Il n'est pas sain d'esprit. Mais quoi qu'il fasse, l'Iran ne le laissera pas s'en tirer. Tous ces pays sont complices. Donc si je vivais dans l'un d'eux, je prendrais ma voiture et je partirais. J'irais en Irak ou au Yémen. Je quitterais simplement cette région jusqu'à ce que les choses se concluent.
Professeur Marandi, étant donné que la situation du système de défense aérienne israélien n'est pas bonne, en raison de la destruction des radars dans le golfe Persique, Israël est pratiquement à découvert. Il ne dispose pas de nombreux intercepteurs pour se défendre, et ces intercepteurs ne sont pas non plus connectés aux radars. C'est un énorme problème pour la défense aérienne d'Israël. Il y a quelques instants, nous avons appris que le porte-avions américain Gerald R. Ford faisait route vers la Grèce. Comment percevez-vous le niveau de désespoir du côté israélien? Beaucoup de gens disent qu'Israël pourrait attaquer l'Iran, voire utiliser des armes nucléaires tactiques contre lui. J'avançais l'idée que l'Iran envisage tous ces scénarios et sait comment réagir à toute forme d'escalade. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, Nima, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, le simple fait que quelqu'un puisse même poser cette question à propos du régime israélien ou des États-Unis utilisant des armes nucléaires montre à quel point ils sont mauvais. Cela montre que les gens reconnaissent à quel point ils sont mauvais. Et pas seulement les critiques. Même des personnes dans les médias traditionnels, quand ils posent la question, je leur dis toujours, donc vous reconnaissez que ces gens sont totalement barbares. Parce que aucun être humain sain d'esprit, ayant un sens moral, ne songerait jamais à utiliser une arme nucléaire. Mais c'est bien ce qu'ils sont. Voilà pour le point A. Et je pense que c'est un point très très important. Ce n'est pas une note de bas de page. C'est en réalité le point le plus important. Mais cela obligerait également l'Iran à modifier complètement sa posture nucléaire. S'il existait une menace sérieuse pour l'existence même du pays, alors les choses changeraient. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Iran, Nima. Tout d'abord, le monde entier se retournerait contre le régime israélien d'une manière que nous n'avons jamais vue. Et en plus de cela, tout le monde voudrait posséder l'arme nucléaire. Tout le monde, partout, chercherait à s'en doter. À l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, développer une arme nucléaire serait bien plus facile qu'autrefois. Il est donc évident que ce serait un suicide pour le régime israélien de même envisager sérieusement une telle chose. Nous savons qu'aux États-Unis, ils essayent de dire qu'en coulisses, il y a des négociations, que des discussions ont lieu. Mais quel est le véritable objectif derrière tout cela? Y a-t-il quelque chose? Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait aucune négociation, aucune discussion en coulisses entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que nous avons déjà vu Whitcroft mentir à de nombreuses reprises, et il s'est révélé être un très mauvais menteur. Il ressemble d'ailleurs à Trump. Il invente simplement des choses. Il a menti à propos du contenu des négociations qui ont eu lieu entre l'Iran et les États-Unis, tout comme Trump. Et Dieu merci, il y a eu des négociations, Nima. Pourquoi? Parce que le ministre des Affaires étrangères d'Oman a tout vu. Lorsqu'il est allé à Washington, il a déclaré que des progrès avaient été réalisés. Il n'a rien dit de ce que Whitcroft affirmait. Donc Whitcroft mentait et Trump ment. Soit Whitcroft a menti à Trump, soit Trump sait aussi que Whitcroft ment et il répète le mensonge. Je ne sais pas. Mais Whitcroft ment. Et dire que l'Iran est en contact, c'est absurde. L'Iran n'est pas en contact avec les États-Unis. L'Iran l'a répété à plusieurs reprises. Négocier avec les États-Unis ne sert à rien. Ce sont les États-Unis qui continuent d'envoyer des messages. Et l'histoire dira la vérité. Le temps le dira. Le temps le dira. Si nous avons un peu de patience, cela finira par se savoir. Ce sont les Américains qui cherchent un cessez-le-feu. Je veux dire, quand on regarde Trump, je suis sûr que tu l'as regardé hier soir quand il parlait. Moi, je n'ai pas regardé tout le discours. J'en ai juste vu quelques extraits. Je ne prends plus la peine de le regarder.
I don't bother watching him any, but these little 2-minute pieces or 30-second pieces. Ces petits clips de 2 minutes ou 30 secondes qu'il diffuse, j'en ai regardé 3 ou 4, ils ne disaient que des absurdités. Il m'était évident qu'il est dans une situation très difficile et que les Iraniens, eux, ne le sont pas. Ils ont perdu leurs dirigeants, ils ont perdu des commandants de haut rang et en 45 minutes, ils ripostaient déjà. Voit-on des gens à Téhéran paniquer ou se précipiter dans les magasins? Non. Je suis allé à la station-service, la pompe à essence aujourd'hui. Il n'y avait pas de longue file, juste quelques voitures devant moi. Donc, c'est Trump qui est en difficulté, pas l'Iran. Est-ce que ça veut dire que l'Iran ne souffre pas? Bien sûr que si. Des gens meurent. Ils bombardent des bâtiments. Quand on traverse Téhéran, quand je vais, disons, dans un studio ou quelque part pour voir quelqu'un, contrairement à la guerre de 12 jours, je n'ai jamais vu d'endroit endommagé, parce que c'est une si grande ville et que les dégâts étaient si minimes par rapport à sa taille. Mais cette fois-ci, on les voit, parce que les véritables frappes sont menées. Comment dire? Le gros du travail est effectué par le régime de Washington. Donc on voit des dégâts, des bâtiments détruits. J'ai une histoire personnelle, disons, si on peut appeler ça ainsi. L'un de mes amis proches, le beau-frère de celui-ci, est un homme d'affaires, et il voulait envoyer des marchandises dans une autre ville. Il ne vit pas à Téhéran. Ils vivent dans une autre ville. Ils ont engagé 2 chauffeurs de camions, et les Américains ont bombardé les camions. Ils transportaient simplement des marchandises d'une ville iranienne à une autre, et les chauffeurs ont été tués, les camions détruits. Ce genre de choses arrive. C'est un régime meurtrier. Après tout, ils ont assassiné toutes ces petites filles, et je ne crois pas une seconde que ce soit une erreur. C'était la première vague d'attaque. La première vague était bien réfléchie. Peut-être qu'au 10e ou 12e jour, ils pourraient commettre une erreur, disons. Mais le premier jour, toutes ces cibles avaient été planifiées et revues encore et encore. Ils ont eu des mois pour se préparer et planifier, et cette école existait depuis de nombreuses années. Vous pouvez le trouver sur n'importe quelle application, iranienne ou étrangère. Je ne crois pas du tout que ce soit une erreur, pas une seule seconde. Et le fait qu'ils aient été si arrogants à ce sujet, et qu'ils aient essayé d'en rejeter la faute sur l'Iran, ce que je trouve tout aussi méprisable et écœurant, montre exactement qui ils sont. Alors oui, les Iraniens souffrent. Les Iraniens sont blessés. L'économie souffre. Vous savez, tout comme les familles souffrent. Elles perdent leur richesse, elles perdent leur emploi. Des gens sont mutilés en essayant de survivre à ces frappes. De petits enfants, comme je l'ai dit, un garçon de 3 jours et sa sœur de 2 ans, hier encore dans un petit village. Les gens souffrent, mais l'Iran est en train de gagner la guerre. Et d'ailleurs, c'est la même chose au Liban. Le régime israélien ne s'en sort pas bien. Les gens, vous savez, l'un des groupes les plus répugnants, ce sont ces Takfiris, qui depuis le cessez-le-feu, je veux dire, le Hezbollah s'est battu contre le régime israélien pour détourner des troupes de Gaza, pour arrêter le génocide, pour sauver un autre peuple, et ils ont fait d'énormes sacrifices. Et Saïd Hassan a été martyrisé. Et ensuite, ces Takfiris, parce qu'ils ne valent rien, parce qu'ils sont inutiles, parce qu'ils n'ont pas de religion, c'est faux, tout est faux, se sont moqués du Hezbollah lorsque le cessez-le-feu a eu lieu. Alors que le Hezbollah, contrairement au Hamas ou au djihad islamique, se trouve dans un pays entouré de ses ennemis, les Takfiris en Syrie maintenant, et aussi, bien sûr, au Liban, les groupes fascistes comme les forces libanaises et leurs alliés. Les États-Unis disposent d'une importante base de soutien au Liban, pas une majorité, mais le Hezbollah est entouré de ces personnes. Pourtant, ils ont consenti d'énormes sacrifices pour alléger la pression, pour détourner ces troupes sionistes.
Et après le cessez-le-feu, on les a tournés en ridicule. Mais regardez le Hezbollah aujourd'hui. Sous la direction du cheikh Naïm Kassim, il frappe durement le régime israélien, le repousse, libère les zones que le régime israélien avait prises après le cessez-le-feu, parce que le gouvernement libanais n'était pas disposé à protéger sa souveraineté. Ainsi, la résistance, l'axe de la résistance, est à mon avis la plus haute force morale sur cette planète. Et ses adversaires sont, à l'exception des ignorants, sans valeur. Mais avec le temps, de plus en plus de gens se réveillent à la réalité. Quelle est la stratégie dans l'histoire? Tout d'abord, professeur Marandi, Donald Trump demande à la Chine de se joindre à lui. Et la Chine n'a aucun problème particulier. Elle est en contact avec les Iraniens. Je ne vois pas de difficulté pour elle en ce qui concerne sa relation avec l'Iran. Et le Pakistan? Il semble que le Pakistan utilisait également le détroit d'Ormuz. Quelle est votre compréhension du détroit d'Ormuz et de la stratégie de l'armée iranienne? Eh bien, ce sont à la fois l'armée et les gardiens de la révolution. Ce sont les forces armées combinées de l'Iran qui mènent cette défense sacrée. Mais, comme je l'ai dit, le détroit d'Ormuz est fermé afin que l'Iran n'ait pas à endommager les infrastructures. Si les États-Unis acceptent les conditions de l'Iran et se retirent, et que la situation sur le terrain évolue de manière à ce que l'Iran, à l'avenir, ne se sente plus menacé, ainsi que ses alliés, car l'Iran ne les exclut pas, alors les choses pourraient changer. Et bien sûr, il y a la question des réparations que ces dictatures familiales arabes devront probablement affronter. Mais l'Iran n'a pas détruit les infrastructures afin que la situation puisse revenir à la normale. C'est clair. Sinon, l'Iran pourrait en ce moment même anéantir toute l'industrie gazière du Qatar en une journée. Ils pourraient faire la même chose avec les avoirs saoudiens, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que l'Iran n'est pas comme l'Occident. Ce n'est pas un destructeur. L'Occident vient pour détruire, écraser, tuer, assassiner. Et ce n'est pas seulement Trump. Trump n'est qu'un symptôme d'une classe malade, tu sais, la classe Epstein. Aucun d'eux n'est indigné par l'étranglement de Cuba. On ne voit pas cela dans les médias occidentaux. Aucun d'eux n'est indigné par le fait qu'il s'agissait d'une guerre non provoquée. L'Iran veut donc préserver les infrastructures afin que nous puissions revenir à la normale, même s'il n'y aura plus de normalité comme avant. Les choses vont changer. L'Iran ne permettra plus que les pays du Golfe Persique servent de base pour l'agression américaine. Cela ne sera plus toléré. Ils devront traiter avec l'Iran avec respect, réparer ce qu'ils ont fait et respecter la souveraineté de l'Iran. Les Émirats ne seront plus jamais comme avant, plus jamais comme il y a 3 semaines. Cela n'arrivera jamais, mais les choses peuvent redevenir normales. Les affaires, le commerce, ainsi que les exportations de pétrole et de gaz peuvent redevenir normales. Ainsi, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz afin qu'il puisse être rouvert au moment opportun. Mais si les États-Unis ou quiconque d'autre veulent provoquer l'Iran, l'envahir et tenter de le forcer à rouvrir le détroit, alors l'Iran devra prendre de nouvelles mesures. Et cela ne fera qu'empirer la situation. Bien pire en réalité. Ils seront tout de même vaincus. Et ce sera probablement pire. Bien pire, en fait. Ils ont attaqué l'île de Khark. Et il semble que nous ayons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'attaque provenait des Émirats arabes unis. Ce qui était étrange et surprenant à entendre, c'est qu'il a déclaré qu'ils utilisaient des zones habitées aux Émirats arabes unis pour lancer l'attaque contre l'île de Khark. Eh bien, c'est parce que tous les actifs américains, tous les actifs clés, ont été retirés des bases, et ces gouvernements leur permettent de les déplacer vers d'autres régions de leur pays.
Chaque fois qu'ils disent « nous ne sommes pas impliqués, nous sommes neutres », en réalité, l'Arabie saoudite leur permet d'utiliser son espace aérien. Ces avions ravitailleurs, ils atterrissent en Arabie saoudite. Les 3 avions qui ont été abattus dans l'espace aérien koweïtien, pourquoi se trouvaient-ils dans l'espace aérien koweïtien au départ? Parce qu'on leur a permis de l'utiliser. Et ensuite, les États-Unis eux-mêmes ont montré des images ou des séquences de missiles HIMARS, je crois, utilisés contre l'Iran depuis un territoire du Golfe Persique. Donc, ils faisaient partie de la guerre. Les États-Unis se sont étendus à travers ces pays. Ils ne sont plus dans les bases pour se protéger. Ils utilisent des hôtels, des ports, d'autres endroits pour se cacher. Mais ils sont toujours là. Si ces pays veulent être neutres, ils doivent expulser les Américains. Ils doivent dire « D'accord, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez quitter notre pays. » Ce serait terminé. Mais ils ne le feront pas et ils continuent de prétendre qu'ils sont neutres. Ils ne sont pas neutres. C'est un peu insultant pour notre intelligence quand ils disent qu'ils sont neutres tout en faisant toutes ces choses. C'est simplement insultant. Ils partent du principe que nous sommes tous stupides. Quand il parle de déployer des troupes sur l'île de Kark, il semble que l'Iran avait déjà retiré environ 60% du pétrole qui s'y trouvait avant le début de la guerre. Et pendant la guerre, l'Iran exportait du pétrole depuis cette île. Donc, en ce qui concerne l'importance de l'envahir militairement, de réellement y envoyer des troupes, quel en est l'intérêt? Est-ce que cela donnerait aux États-Unis une quelconque forme de levier? Oui, parce que tout d'abord, l'Iran cessera d'exporter, et cela fera encore grimper le prix du pétrole. Ensuite, les États-Unis. Eh bien, c'est une île très plate, et l'Iran la ciblera depuis ses bases situées de l'autre côté du Golfe Persique. La plupart des bases iraniennes n'ont même pas encore été utilisées. La marine iranienne, l'immense majorité de ses moyens navals, se trouve dans des tunnels. Les vedettes rapides, qui tirent des missiles guidés, surface-mer ou mer-surface, sont dans des tunnels le long du Golfe Persique et du Golfe d'Oman. La plupart des bases souterraines de l'Iran, qu'elles soient destinées aux drones ou aux missiles, n'ont pas encore été utilisées. L'Iran n'a même pas encore ouvert la plupart de ces bases, qu'il s'agisse de celles qui tirent des missiles longue portée vers le régime israélien ou de celles qui lancent des missiles et des drones de moyenne et courte portée vers les États-Unis dans le Golfe Persique. Donc, si les Américains débarquent sur cette île, c'est un terrain plat, ils deviendront des cibles. Et ils ne pourront rien faire, car rien ne sortira du détroit d'Ormuz. Ils ne feront donc qu'aggraver la destruction. L'Iran sera contraint de riposter et de détruire les infrastructures de l'autre côté du Golfe Persique, et le prix du pétrole augmentera de façon permanente. Car maintenant, si les États-Unis reculent, les faits sur le terrain changent. L'Iran et ses alliés se sentiront à l'avenir, à l'abri de toute agression, progressivement, disons en un an, car il faudra du temps pour que les choses reviennent à la normale. Mais cela reste, disons, possible, au moins partiellement normal. En revanche, si la guerre s'étend et que les infrastructures sont détruites, alors ce sera permanent. Le monde changera alors de manière irréversible. L'un des points sérieux en ce moment concerne les bases américaines dans les États arabes du Golfe Persique. Comment l'Iran envisage-t-il l'avenir? Et comment l'Iran souhaite-t-il engager une discussion sérieuse avec ces États arabes au sujet de l'accueil de bases américaines dans la région? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, à l'avenir, l'Iran n'autorisera pas ces bases dans les dictatures familiales, si elles durent. Parce que, qui sait, le peuple pourrait se révolter ou il pourrait y avoir des coups d'État.
mais ils ne leur permettront pas de se comporter comme avant et de transformer leur pays en base pour nos ennemis. Cela n'arrivera pas. Et les États-Unis, je pense, ont déjà compris que ces bases ne servent à rien. L'Iran les bombarde jour et nuit, et ils frappent ces régimes de plus en plus à mesure qu'ils constatent que d'autres parties de leur pays sont utilisées par les États-Unis. Donc ce n'est pas une décision intelligente d'essayer de rester ici. Je pense qu'en fin de compte, les Américains partiront. Ils ne partiront peut-être pas demain, ni la semaine prochaine, mais je pense qu'il y aura une réduction progressive et qu'à terme, ces bases seront fermées. Mais l'Iran ne permettra plus à aucun de ces régimes à l'avenir de se comporter comme ils l'ont fait auparavant. Ils ont franchi toutes les lignes rouges et ont beaucoup de sang sur les mains. Cela remonte aux années 80 et cela remonte à la Syrie, à ce qu'ils ont fait en Syrie et ailleurs, ainsi qu'à ce qu'ils ont infligé au Yémen, en détruisant ce pays au cours de 7 années de guerre génocidaire. Cela doit cesser. Ces régimes doivent se comporter comme des pays normaux et non comme les proxys d'une puissance d'Amérique du Nord. Et s'ils se comportent comme des pays normaux, alors la région changera. Il est dans l'intérêt des populations de ces pays que leurs dirigeants cessent d'agir comme des proxys, ce qu'ils sont actuellement. Une combinaison, professeur Marandi, de ce qui se passe avec l'Iran et le Hezbollah ensemble. Nous voyons que la partie nord d'Israël est presque totalement détruite. Et beaucoup de gens, puisque cela fait maintenant 3 ou 4 jours, disent « Nous ne pouvons pas soutenir cette guerre. Nous ne pouvons pas continuer cette guerre. » De nombreuses personnes dans le courant dominant israélien en parlent. Est-ce lié à ce qui se passe avec Benjamin Netanyahou? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos de ces vidéos entièrement générées par l'IA de Benjamin Netanyahou, et ainsi de suite. Est-ce un signe de désespoir dans la guerre? Quelque chose de politique se passe-t-il en Israël? Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, en réalité, tout d'abord, Netanyahou lui-même n'est pas important. Israël est malade. Vous savez, les gens là-bas sont malades. Nous avons vu sondage après sondage montrant à quel point ils soutiennent le génocide. Donc ce n'est pas seulement Netanyahou. S'il meurt ou s'il s'en va, les choses ne vont pas soudainement s'améliorer. Non, il y a un problème bien plus profond. Mais d'après ce que nous voyons, il y a de plus en plus de voix en Palestine occupée, qui disent que cette situation n'est pas viable. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a de plus en plus de voix aux États-Unis. Et il faut garder à l'esprit ce que fait la résistance en Irak. Les États-Unis perdent leur emprise sur l'Asie occidentale. Cela en soi est une énorme catastrophe pour le régime israélien. Et bien sûr, avec les problèmes économiques mondiaux et la hausse des prix du pétrole, les gens du monde entier vont en venir à blâmer les sionistes, Netanyahou et Trump. Et cette démission de Joe Kent va attiser encore davantage le feu. Donc il n'y a pas de bonnes nouvelles. Je veux dire pour eux. Pour nous, c'est douloureux de voir les marches, mais nous allons continuer. Comme je l'ai déjà dit, et comme tu l'as dit, c'est un combat pour notre survie. Collectivement, l'axe de la résistance. Et nous avons le soutien de personnes à travers le monde. Ce ne sont pas seulement les Iraniens et les partisans de la résistance au Liban, en Irak et au Yémen qui restent fermes, mais des gens partout dans le monde. Leurs opinions évoluent. Je le vois, tu peux le sentir. Donc ce n'est pas bon pour l'Empire. Et nous irons jusqu'au bout, peu importe la douleur, peu importe les sacrifices que nous devrons faire individuellement. Nous irons jusqu'au bout. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un grand honneur. Merci de m'avoir invité. It's a great honor. Thank you for having me.